Tu n'as jamais été le personnage que tu défends dans ta tête, celui qui dit « moi », change d'humeur, d'histoire, de masque, puis exige d'être pris pour le réel. Regarde de près. Ce que tu appelles ton identité n'est qu'une suite de formes qui passent. Wu Xin pointe le piège central. La dualité entre « je » et « non-je » est prise pour l'actualité même. Et la prison commence là, dans cette confusion silencieuse que tu appelles ta vie. Quand une pensée surgit, pourquoi dis-tu aussitôt « c'est ma pensée » ? Un bruit traverse l'air, une image traverse les yeux, une mémoire traverse l'esprit, et tout cela apparaît puis disparaît. Wu Xin le tranche sans détour. Le monde est une collection d'objets, et ce qui perçoit les objets ne peut pas être un objet. Alors dis-moi, qu'est-ce qui est blessé quand une pensée te juge, sinon une image mentale qui supplie d'être crue ? Je le vois aussi. Avant le prochain mot, il y a déjà une présence qui n'a besoin d'aucun nom. Tu ne peux pas te trouver comme on trouve une chose, parce que tu es déjà ce par quoi toute chose est connue. Chercher ton vrai visage dans le mental, c'est demander au miroir de te montrer ce qui regarde. Ce que Wu Xin montre n'est pas une nouvelle croyance, mais l'endroit où toute différence cesse. Si tu n'es ni le rôle, ni l'histoire, ni même la pensée « je suis ceci », qu'est-ce qui reste ici, maintenant ? Et quand plus rien de faux n'est tenu, qui es-tu avant même de répondre ? Tu passes ta vie à protéger une image que tu n'as jamais créée. Elle s'est formée de mots entendus, de peurs avalées, de regards retenus. Puis un jour, tu l'as appelée moi, comme si cela suffisait. Depuis, chaque pensée vient travailler pour ce faux centre. Elle compare, elle mesure, elle juge, elle réclame une continuité. Mais ce que tu protèges change selon l'heure, selon la fatigue, selon la blessure. Ce matin, tu n'es déjà plus celui d'hier. Pourtant, quelque chose n'a pas bougé pendant tout ce temps. Ce n'est pas le visage, ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas la voix dans la tête. Alors pourquoi continues-tu à te courber devant ce masque instable ? Et qui serais-tu sans l'habitude de le défendre ? Observe la pensée au moment exact où elle surgit. Elle n'annonce jamais sa venue, elle apparaît, puis prétend avoir toujours été là. Ensuite, une autre pensée dit « c'est moi qui pense ». Voilà la supercherie. L'auteur arrive après l'acte et prend la signature. Tu crois être le penseur parce qu'une phrase le déclare, mais une phrase ne prouve rien. Elle traverse seulement l'espace ouvert de la conscience, comme le vent traverse une fenêtre laissée ouverte. Aucun souffle n'appartient à la fenêtre. Alors, à qui appartient cette prochaine pensée que tu attends déjà ? Et qui attend avant même qu'elle se montre ? Wu Xin ne t'offre pas une doctrine à mémoriser. Il retire ce que tu prends pour toi. C'est plus rude que du réconfort, car l'esprit veut apprendre sans disparaître. Il veut comprendre la vérité et rester intact. Il veut toucher le feu sans perdre son ancienne forme. Mais la vision directe ne négocie pas avec l'illusion. Elle ne caresse pas le personnage, elle le rend transparent. Ce que tu es n'a pas besoin d'être amélioré. Seule l'image demande à être réparée. Et si toute ta quête cachait seulement le refus de mourir comme idée, que reste-t-il de toi quand cette idée ne reçoit plus rien ? Tu dis souvent « je souffre ». Regarde de plus près ce qui souffre. Est-ce la présence nue ou le récit qui la recouvre ? La douleur peut apparaître, la tristesse peut apparaître, même la panique peut apparaître comme une vague très réelle. Mais pour être connue, chaque vague a besoin d'un fond immobile. Ce fond n'est pas blessé par ce qu'il révèle. Il permet tout, sans devenir ce qu'il laisse passer. Comme l'écran ne brûle pas dans l'incendie du film, pourquoi prends-tu les flammes pour ta nature ? Pourquoi confonds-tu l'apparition avec ce qui la voit ? Et que sentirais-tu si cette confusion tombait maintenant ? La mémoire te raconte qui tu es avec un ton d'autorité. Elle assemble des scènes et les appelle preuves. Mais la mémoire coupe, déplace, colore, oublie, protège. Elle fabrique une continuité pour calmer le vertige. Sans ce montage, le personnage perdrait son sol. C'est pour cela que tu revisites sans cesse les mêmes blessures. Elles servent de colle à l'identité. Tant qu'elles restent nos sacrées, le faux moi paraît solide.
Pourtant, ce qui connaît le souvenir n'est jamais dans le souvenir. Il est là, avant l'image rappelée. Il est là pendant son passage. Il est là, après sa disparition. Pourquoi cherches-tu ton essence dans un album qui change à chaque regard? Tu veux peut-être une méthode claire, simple, rassurante. L'esprit adore les étapes parce qu'elles prolongent le chercheur. Tant qu'il y a un chemin, il peut se croire nécessaire. Tant qu'il y a demain, il peut éviter maintenant. Mais vois ceci avec une netteté impitoyable. Celui qui veut s'éveiller est lui-même ce qui doit être vu. Le chercheur n'atteint pas la paix, il s'épuise jusqu'à devenir visible, et dans cette fatigue, quelque chose cesse de prétendre. Alors le silence ne se produit pas, il est remarqué. N'est-ce pas troublant de voir que tu poursuis ce que tu ne peux jamais quitter, et qui te parle encore de distance quand tout est déjà ici? Avant de nommer quoi que ce soit, il y a déjà le simple fait d'être, pas être quelqu'un, pas être ceci ou cela, seulement être, très ordinaire, tellement proche que l'esprit l'ignore. Il préfère les expériences fortes, les états rares, les visions éclatantes. Mais la vérité ne se cache pas dans l'extraordinaire. Elle est dans l'évidence que tu traverses sans la voir. Le son apparaît en elle, le corps apparaît en elle, le monde entier apparaît en elle comme un mouvement dans l'immobile. Que manque-t-il à cette présence avant que tu la transformes en personne? Regarde comment le rôle social te capture sans effort. Un nom est prononcé et tout un passé se relève. Un visage te reconnaît et l'ancien personnage reprend son service. Tu redeviens fils, mère, ami, rival, blessé, important ou oublié. Rien de cela n'est faux dans le jeu relatif. Le faux commence quand tu en fais ton centre, car un rôle est utile seulement tant qu'il est porté légèrement. Dès qu'il devient identité, la peur entre. Peur d'échouer, peur d'être rejeté, peur de ne plus compter dans le regard des autres. Qui serais-tu dans une rencontre où rien n'a besoin d'être défendu? Et combien d'amour naîtrait quand personne ne joue à être quelqu'un? Ce qui t'effraie le plus n'est pas le vide, c'est la fin de ce qui parlait en ton nom. Tu appelles cela disparition, alors qu'il s'agit de dévoilement. Le personnage redoute le silence parce qu'il ne peut pas y régner. Sans commentaire, il perd son trône. Sans comparaison, il perd sa valeur. Sans histoire, il perd sa naissance et sa mission. Voilà pourquoi l'esprit produit du bruit même dans la paix. Il préfère l'agitation à l'inexistence. Mais tu n'es pas ce vacarme défensif. Tu es ce dans quoi il s'élève et retombe. Si le bruit cessait une seconde, manquerait-il vraiment quelque chose? Ou verrais-tu enfin ce que tu as toujours été sans le savoir? Même le corps, que tu appelles si vite moi, est perçu. Les tensions sont perçues. La chaleur est perçue. La fatigue est perçue. Le plaisir est perçu. Alors, comment ce qui est perçu pourrait-il être le percevant lui-même? Le corps est intime, oui, mais l'intimité n'est pas l'identité. Il change, réclame, mûrit, tremble, se repose, vieillit. La présence qui connaît ses saisons n'a ni âge ni forme visible. Elle n'est pas loin, elle n'est pas cachée, elle n'est pas spéciale. Elle est si immédiate que tu cherches ailleurs par habitude. Qui marche en toi quand le corps dort et que le monde continue d'apparaître? Peut-être attends-tu encore un signe final, une certitude totale, une explosion intérieure. Mais ce besoin lui-même appartient à la pensée qui veut posséder la vérité. Elle veut pouvoir dire « Maintenant, j'ai compris ». Pourtant, dès qu'elle affirme cela, elle recrée un propriétaire. La vision la plus pure est humble et sans commentaire. Elle ne dit presque rien. Elle voit, puis elle laisse tout être ce que c'est. C'est pour cela qu'elle semble trop simple pour le mental. Rien à exhiber, rien à raconter, rien à devenir. Sans cette sobriété radicale, reconnaîtrais-tu jamais ce qui ne commence pas? Alors, ne cherche pas à fabriquer une nouvelle version de toi-même. Ne transforme pas cette parole en costume spirituel. Reste seulement
avec ce qui est là avant le geste de te nommer. Sens la présence nue au bord de chaque pensée. Vois comme elle ne demande ni réussite ni pureté. Elle n'attend pas d'être digne. Elle ne dépend d'aucune histoire passée. Même maintenant, pendant que tu lis, elle est plus proche que ta prochaine conclusion. Et si tout ton combat venait d'un malentendu jamais vérifié, et si tu n'avais jamais été enfermé, seulement distrait, et si celui que tu essaies de sauver n'avait jamais existé comme tu l'imagines, peux-tu rester ici sans saisir une réponse? Et qu'est-ce qui s'ouvre en toi quand personne ne répond? Tu dis encore « je », comme si ce mot prouvait enfin quelqu'un de stable. Pourtant, le mot vient toujours après la sensation simple d'exister. D'abord, il y a la présence, nue, silencieuse, sans commentaire. Ensuite, vient l'étiquette, apprise, répétée, défendue, puis l'étiquette réclame un propriétaire, un centre, une continuité. C'est ainsi que naît le personnage que tu protèges sans le voir, pas dans la vérité vivante, dans l'habitude de se raconter encore et encore. Chaque fois que tu te nommes, quelque chose en toi se resserre, comme si l'infini acceptait soudain la forme étroite d'une cage. Qui parle vraiment quand tu dis mon histoire, mon passé, ma place? Et pourquoi cette voix exige-t-elle d'être répétée pour sembler réelle? Que resterait-il si le mot « moi » tombait ici même, sans retour? Ce qui te fait peur n'est pas seulement l'absence de réponse claire, c'est l'absence de centre fixe auquel t'accrocher intérieurement. Tu peux supporter la douleur pendant un temps, tu peux supporter l'attente, la fatigue, l'incertitude, mais être personne, sans contour intérieur, semble insupportable au mental. Alors, il fabrique aussitôt des urgences, des histoires, des drames. Il te donne des problèmes à résoudre sans fin. Il t'offre des ennemis, des buts, des comparaisons et des courses. Tout vaut mieux que ce vide qu'il ne peut ni saisir ni dominer. Pourtant, ce vide n'est pas un néant mort. C'est un espace vivant, ouvert, sans défense et sans frontières. As-tu remarqué comme la paix effraie celui qui vit de tension et qui serait vraiment menacé si tu cessais enfin de te contracter? Regarde aussi ce que tu appelles relation quand tu dis aimer. Souvent, deux images s'y rencontrent avant deux êtres réels. Tu veux être reconnu dans ton importance secrète. L'autre veut être confirmé dans sa propre histoire. Chacun tend sa blessure comme une identité précieuse et demande à l'autre de la respecter, de la nourrir, de la protéger. Alors, l'amour devient une négociation subtile et fatigante. L'écoute devient calcul, défense, stratégie et mémoire. Le silence devient malaise parce qu'il n'alimente aucun personnage. Mais quand le faux centre se relâche, quelque chose change profondément. Tu n'approches plus l'autre avec la fin d'exister à travers lui. Tu vois enfin sans demander, en secret, d'être vu en retour. Et quel visage aurait l'amour sans cette demande cachée? Même la réussite te fatigue quand tu en fais une preuve de toi. Un succès nourrit l'image pour quelques heures, puis l'image exige un autre succès, plus grand, plus visible. Rien ne suffit jamais à ce qui est faux dès le départ. L'échec, lui, révèle exactement la même mécanique intérieure. Tu ne souffres pas seulement d'avoir perdu quelque chose, tu souffres d'avoir été diminué dans ton récit intime. Voilà pourquoi une simple critique semble parfois une véritable menace. Elle touche le masque, jamais la présence réelle qui regarde. Ce que tu es n'est pas augmenté par les applaudissements. Ce que tu es n'est pas réduit par les refus ou l'indifférence. Alors, pourquoi donner ton souffle à des chiffres et à des regards? Qui étais-tu avant la première approbation reçue et retenue? Même sur le chemin intérieur, le piège peut continuer longtemps. Le personnage peut devenir spirituel, raffiné, subtil et fier. Il se compare encore, mais avec un vocabulaire plus pur. Il collectionne des mots comme éveil, présence, vacuité, détachement. Il veut paraître profond, calme,
lucide, presque invulnérable. Il veut sentir qu'il avance plus loin que les autres. Mais avancer vers quoi si la vérité n'est jamais ailleurs? Le chercheur ne fait souvent que raffiner son costume. Il ne voit pas qu'il porte encore un costume sur le vide. Wu Xin coupe ici sans douceur, inutile pour le mental. Ce que tu cherches n'a jamais été perdu ni éloigné. Seul le chercheur refuse d'être vu comme une pensée passagère. Peux-tu sentir ce refus pendant qu'il se cache sous ta quête? Entre deux pensées, rien ne manque, même si rien n'est nommé. Regarde cela sans fabriquer une expérience spéciale ou rare. Il n'y a pas d'explosion sacrée à attendre. Il n'y a pas de musique intérieure pour te convaincre. Il y a seulement une simplicité que l'esprit juge trop nue. Pourtant, toute pensée naît en elle et retourne en elle. Toute émotion y passe comme une météo sans propriétaire. Tout le monde connu apparaît sur ce fond silencieux et immobile. Ce silence n'est pas fabriqué par l'effort ou la discipline. Il est là avant ton effort, avant ton choix, avant ton doute.